une étape primordiale lorsque l'on est infirmier spécialisé en néphrologie et en hémophilie, c'est comment réaliser un examen clinique de laboratoire. Pour vous resituer, on vous l'a dit, la surveillance de la mort vasculaire, c'est la base de l'analyse de qualité, de dialyse de qualité. Lorsqu'on met en place un programme de gestion de la mort vasculaire, vous le faites au quotidien, mais vous ne le valorisez, vous ne le savez peut-être pas, c'est tout simplement pour pouvoir optimiser l'utilisation de cet arbre vasculaire si précieux qui a été créé, de pouvoir diminuer la comorbidité liée à l'arbre vasculaire, c'est-à-dire les consultations pour dysfonctionnement, les hospitalisations, les reprises chirurgicales, de pouvoir optimiser s'il y a besoin d'un schéma interventionnel cette intervention chirurgicale, soit par voie endovasculaire, soit par voie de chirurgie classique et cellulaire, de pouvoir pérenniser la fonctionnalité de cet abord. On a créé un abord vasculaire, on va essayer de garder le même abord vasculaire le plus longtemps possible pour pouvoir protéger le reste du capital vasculaire des membres supérieurs. Donc, grâce à la mise en place de la gestion des abords vasculaires, vous pourrez répondre à ces 5 objectifs. Et dans la gestion de l'abord vasculaire, la surveillance par l'examen clinique est primordial. Donc, cet examen clinique doit être au cœur des intervenants, mais on éduque aussi le patient. En France, on éduque les patients qui sont capables d'examiner, d'apprendre les rudiments de l'examen clinique au travers d'ateliers thérapeutiques, d'ateliers d'explication, que vous animez. Et dans les recommandations, on va demander à ce que l'abord vasculaire soit examiné le plus souvent possible. En fait, dès qu'on est en contact avec le patient, pour une séance d'hémodialyse ou pour une consultation, parce qu'il vient nous voir pour quelque chose, il faut examiner son abord vasculaire. Je vais vous montrer les rudiments de cet abord. Vous faites déjà beaucoup de choses sans le savoir. Quand est-ce qu'on va réaliser cet examen le plus souvent possible? Et pour nous, les néphrologues, à chaque fois qu'on va passer par la visite, que vous allez nous signaler quelque chose, ou bien lorsqu'on aura le patient hors dialyse en consultation, il faudra, dans la consultation, examiner la mort. Les temps de cet examen clinique sont le recueil des informations. Et ce recueil des informations, vous le faites en fait dès que vous accueillez le patient. C'est un peu un interrogatoire au travers d'une discussion d'accueil. L'aspect visuel, la palpation et l'auscultation. Donc en fait, ce recueil d'informations, dès qu'on accueille le patient, on lui demande de faire ça comme un discours de bienvenue, comment ça s'est passé depuis la dernière fois que vous avez dit, est-ce que vous avez bien mangé, est-ce que vous avez bien dormi. Au travers de cet interrogatoire, en fait, nous on cherche à recueillir des informations. Des informations sur son état de santé, est-ce qu'il ne s'est rien passé à la maison où il ne nous a pas connus, est-ce qu'il a bien mangé, ou bien est-ce qu'il y a eu des troubles de transit qui vont faire qu'on va comprendre pourquoi il n'y a que 500 ml d'eau au liard, et il a compris sa prise de habituelle, parce qu'il a eu une concentrée, peut-être. S'il a eu de la fièvre, il va dire qu'il a mal dormi, il a frissonné, donc on va prélever du sang en dialyse. Et c'est la même chose pour la mort vasculaire, on va lui dire est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que vous avez pu enlever du pansement comme d'habitude? Ah ben non, tiens, je les ai enlevés, ça a saigné, j'ai dû les remettre. Donc à travers cet accueil, on va commencer à l'interroger. Est-ce qu'il y a eu des signes inhabituels? On va souvent dire aux patients, voilà, mets ta main sur la mort vasculaire, et ce que tu sens, il faut que tu l'écoutes. Cette sensation que tu as, cette vibration, ce frémissement, il faut que tu le sens tout le temps, et bien ça pulse, on verra que ça va faire normal, il faut que ce signe-là ne change pas dans le temps. Et donc on l'accueille, on l'amène à son poste d'élite, on l'amène sur la rue droit, et on l'interroge dans l'instant pour qu'on recueille déjà les premières informations qui vont nous orienter vers des choses à faire ou à ne pas faire avant de commencer à fonctionner le patient. Par exemple, j'ai eu mal au bras, mon bras était rouge, il m'a gratté, le pansement a saigné, j'ai dû le faire refaire, ça a saigné dans le taxi. Voilà. Donc tout ça, on va pouvoir le recueillir dès qu'on a fait le patient. Donc vous le faites déjà, mais vous ne formalisez pas que c'est déjà un interrogatoire. Vous savez ce que vous voulez retirer de la réponse du patient, alors que lui prend ça comme un discours d'accueil et de bienvenue, ce qui est aussi le cas. Ensuite, l'aspect visuel. Bien entendu, le patient se lave le bras. En France, on leur demande d'aller se nettoyer le bras et on regarde déjà l'état du bras. Est-ce qu'il y a des lésions de grattage? Est-ce qu'il y a des rougeurs? Est-ce qu'il y a des pousses? Qu'est-ce qui apparaît sur la peau? Si vous ne connaissez pas le patient, c'est la première fois que vous le voyez, ou bien si vous n'avez pas passé par le centre, comment est l'état cutané? Est-ce qu'on a une peau qui paraît cicatricielle, fragilisée? Est-ce qu'on a un trajet de veine qui vous apparaît être un trajet anatomique normal?
classique, c'est bien, vous avez l'impression que c'est un trajet qui est déplacé, le chirurgien va intervenir pour déplacer la veine, ou bien on a l'impression que ça n'est pas une veine native mais que c'est un matériel qu'on a implanté dans le bras, ou bien on a carrément un trajet qui est pas du tout anatomique, plutôt aberrant, comme on le voit sur la troisième photo. On peut avoir carrément des séquelles, des troubles trophiques anévriques qui vont nous amener à nous interroger pour savoir où situer les sites de ponction pour éviter de continuer à fonctionner des zones anévrismales ou des zones cicatricielles ou des blanchâtres, fragiles, un peu comme du papier. Et bien carrément, on a un rideau comme sur la photo du bras où on peut se demander si on peut encore se servir de ce trajet veineux pour arriver à fonctionner. On peut avoir carrément des trajets veineux qui semblent aberrants, comme sur la photo de droite, où on a une veine céphalique qui vient s'interrompre sur le tiers inférieur du biceps. Et puis on a une collatérale qui reprend vers l'intérieur du bras, vers le réseau veineux basilique. Et cette issue, elle a permis à ce patient de dialyser pendant plusieurs années. On avait un peu trop tardé sur cette sténose qui a conduit à une interruption de la veine céphalique. On a un cul-de-sac de la veine céphalique, et on voit cette collatérale qui reprend. N'empêche qu'on répond parfaitement aux indications de la gestion de la voie vasculaire pour la dialyse de qualité, c'est-à-dire qu'on a gardé le la voie vasculaire et on a optimisé la façon de s'en servir. C'est-à-dire que, certes, le trajet de drainage n'est pas classique par l'épaule, mais on a quand même pu placer des aiguilles, une en amont, une en aval, avec un drainage qui est indirect, mais qui fonctionne quand même. Et la fistule est là pour permettre de laisser passer pour le patient pour sa séance de dialyse, pour son traitement. Donc en fait, elle a parfaitement rempli son rôle, même si on avait quelque chose qui était beaucoup plus facile. Et ça démarra, l'examen clinique avait permis, et puis l'examen spécialisé, notamment le Doppler, a permis de confirmer que le débit était bon, le drainage était là, donc on a repéré les fonctions et on s'est servi de cette fistule pour voir les séquelles, les fonctions et les limitations pendant des années. Une phase importante de l'examen clinique, c'est la vérification que l'écoulement du sang est libre dans la veine de drainage. Donc on va demander au patient de surélever son bras, et vous savez qu'on peut placer le 7 sous le bras du patient, vous l'allongez, vous lui demandez simplement de lever le bras un petit peu plus haut, on peut lui tenir le poignet, et il faut que la veine se vidange librement avec la pesanteur. Donc quand on voit une veine comme ça qui s'aplatit bien, qui se vide de son sang, on sait très bien que malgré les formations anévrismales que l'on voit sur la veine, on n'a pas une veine qui est en hyperpression, elle se vide librement, donc on a quelque chose, on a la voie vasculaire qui fonctionne normalement. Donc cette manœuvre du bras levé est importante, et vous la faites déjà en grande partie quand vous demandez aux personnes de surenlever. Il faut juste lui demander de lever un petit peu plus, et on regarde si la veine s'affaisse en totalité, ou bien si une partie de la veine s'affaisse, et l'autre, c'est qui peut signifier quelque chose. Qu'est-ce qu'on aura à la palpation et à l'auscultation sur un apport vasculaire qui fonctionne normalement? On va percevoir ce qu'on appelle le thrill ou le frémissement en français à la palpation, c'est-à-dire la vibration de la peau lorsqu'on palpe une partie de la veine de drainage. Donc, pourquoi y a-t-il une vibration? Tout simplement parce que dans une artère, le défoulement du sang est bien organisé. Il se fait de manière laminaire, très organisée. Et lorsque ce sang va passer au passage de l'anastomose artério-veineuse qu'a créé le chirurgien, cet écoulement va devenir turbulent. Et comme il va devenir turbulent, un peu à l'instar de l'eau au niveau d'une cascade, comme il va devenir turbulent, son écoulement va devenir perturbé. Et donc, les parois de la veine vont se mettre à vibrer. Et cette vibration, ces vibrations vont se transmettre au travers de la graisse sous-cutanée et de la peau. Et donc, lorsqu'on va palper la peau au niveau de l'anastomose artério-veineuse, qui est le lieu où se créent les perturbations, les turbulences, on va percevoir ce frémissement, on se sait de manière très importante. Et ce frémissement va diminuer au fur et à mesure qu'on palpera la veine et qu'on s'éloignera de l'anastomose où est créée la turbulence. Et on dit uniquement qu'une fistule distale au niveau du foyer, si elle a un fonctionnement qui est normal, on doit percevoir ce frémissement qui diminue jusqu'au bout. Et pour une fistule proximale, c'est-à-dire dans la région du coude, on devra percevoir ce frémissement maximum au niveau de la cicatrice chirurgicale, et ce frémissement devra être perçu jusqu'à la racine. Ça signe cliniquement, sans nous donner de chiffres sur le débit, qu'on a un examen clinique où on a
un frémissement qui se perçoit assez loin de l'anastomose, donc on a quelque chose qui est conséquent et qui fonctionne bien. Lorsqu'on palpe la veine, on aura une veine souple. On a ce frémissement, mais on a une veine souple, et puis on a vu l'écoulement sanguin libre. La souplesse de la veine nous fait dire que l'écoulement sanguin libre, on surélève le bras, on l'a vu tout à l'heure, la veine se vidange, elle s'aplatit, donc on n'a rien qui gêne l'écoulement. Ça signe la normalité du fonctionnement de la fissure. Donc à partir de ça, si vous avez fait cet examen-là, et vous le faites puisque vous palpez les zones où vous allez fonctionner, vous regardez les zones où vous allez fonctionner pour éviter d'aller dans des zones qui vous paraissent anormales, ou infectées, ou inflammatoires. Donc vous faites déjà tout ça, sauf que, en fait, vous faites un examen clinique et ça part de l'examen. Quand on palpe une fistule, on peut aussi savoir par ses compressions quel est le sens de circulation. Par exemple, quand on a une boucle, ici on a une boucle avec deux formations anévrismales, eh bien si vous comprimez le vaisseau qui draine la fistule, vous aurez un affaissement de ce vaisseau en aval de la compression et en amont, entre l'anastomose et la compression, le vaisseau restera plus satisfait. Là, je palpe la boucle, je comprime, je surélève le bras, on a un affaissement de cet anévrisme. Donc ça veut dire que l'anévrisme en bas de l'image se situe en aval, dans le sens circulatoire, de l'anévrisme qui reste démonté. Donc on peut définir avec votre examen clinique, avec votre compression, vous définissez dans quel sens circule le sang dans le tuyau, ici c'était une prothèse, ou bien dans une veine. Ça vous permet, lorsque vous ne connaissez pas le patient, de savoir où vous allez fonctionner l'artère, où vous allez fonctionner la veine. Parce que hélas, on ne fonctionnera pas toujours l'artère en périphérie et la veine plus en proximité, parce qu'il y a parfois des circulations qui vont repartir de manière indirecte vers la main. Et on aura des fois en positionnement l'aiguille veineuse qui va se positionner plus en distalité que l'aiguille artérielle, simplement parce qu'on a défini le sens de circulation et l'examen clinique le permet. Des petites apartés, il faut savoir diagnostiquer cliniquement une thrombose. On y reviendra après dans la matinée quand on parlera de ce qui va vous alerter pendant l'analyse. Mais le diagnostic de la thrombose, c'est un diagnostic clinique, on l'a vu. Il y a le visuel, il y a la palpation, il y a l'auscultation. L'équivalent du frémissement du strile palpatoire, c'est le souffle, bien entendu. Je mets mon stéthoscope sur l'anastomose, ça souffle énormément lors de cette turbulence. Et quand je mets loin, en auscultant, ce souffle va diminuer, comme le frémissement diminue. C'est l'équivalent auscultatoire du frémissement palpatoire. Et bien là, on a affaire à un abord vasculaire où la veine va se vidanger complètement lorsqu'on relève le bras. On va palper, on aura un segment V2 induré, voire la totalité de la veine indurée. Peut-être qu'il n'y aura pas de caractère inflammatoire au niveau de la peau. Si la thrombose n'est pas si récente, on n'aura pas une inflammation qui sont des signes cutanés de thrombose veineuse. On a affaire à une veine superficielle, même si elle est artérialisée, on devrait retrouver des signes cutanés d'une thrombose veineuse superficielle ou d'une paraphilite, comme on pourrait l'appeler. On aura peut-être la thrombose est peut-être ancienne, il y a peut-être une thrombose qui s'est faite au fur et à mesure des mois, parce qu'elle est incomplète, puis qui vient de se compléter, et on n'a pas ces signes, forcément. Par contre, on va palper une veine qui est indurée, peut-être en totalité, et des fois on aura juste un segment induré, et derrière une veine complètement pleine. Le segment est induré, il a obstrué la veine, toute la veine n'est pas thrombosée, mais derrière, il n'y a plus de circulation de sang. Parfois, on aura une thrombose segmentaire, pas forcément au niveau de l'anastomose, très éloigné de l'anastomose. Et du coup, on aura une veine quasi en cul-de-sac, en tout cas avec des résistances, et donc on aura un segment de veine entre l'anastomose et le segment induré qui va être très pulsatif, parce que le sang lutte contre la thrombose pour pouvoir circuler. Et les collatérales vont se développer, parce qu'on n'a pas affaire à un passage, on a affaire à une fistule. Et parfois, on aura quand même un souffle, mais on aura des anévrismes qui ne pourront pas se palper, se vidanger complètement. Quand on va pouvoir sur le bras et palper l'anévrisme, on va sentir qu'il y a à l'intérieur du matériel. On pourra écraser l'anévrisme, mais on va sentir qu'il y a du matériel, un peu comme un chewing-gum séché, un peu comme du caoutchouc. C'est tout simplement qu'il y a des thrombis qui sont collés à la paroi. Et d'ailleurs, si on piquait ces anévrismes, si on les ponctionnait, ces anévrismes, parfois on va dire, moi je fonctionnais là, à la base de l'anévrisme, je pénétrais directement, j'avais mon retour veineux,
Et maintenant, je fonctionne, mais j'ai rien, je suis obligé d'aller pousser. Ben, tout simplement, les anévrismes sont des zones de ralentissement du flux sanguin. D'accord? Quand vous avez le cours d'eau, si votre cours d'eau s'élargit, vous verrez que tous les déchets vont stagner sur les bords du cours d'eau, parce que ça ne circule pas sur le bord. Mais c'est la même chose pour un anévrisme. Lorsque vous avez une dilatation de la veine, le sang va circuler dans un chenal préférentiel, parfois au milieu de l'anévrisme, et il n'y aura quasiment pas de circulation sur les bords de l'anévrisme. Donc si ça doit sédimenter, c'est-à-dire coaguler, ça va coaguler contre la paroi. Et on aura parfois un thrombus qui ne va pas obstruer complètement la veine, l'anévrisme. On aura quand même un chenal circulatoire, mais on aura ce thrombus qui va coller à la paroi, qui ne sera pas résorbé par l'anticoagulation que vous mettez en place dans le circuit extracorporel, il en restera un peu. Et puis chaque fois, comme on va fonctionner toujours à un endroit, c'est là qu'on agresse la veine, un thrombus viendra se mettre en plus sur l'ancienne, sur les séquelles anciennes, et ainsi le thrombus va grossir, et puis quelques mois après, on dira je comprends pas. Avant, ce fonctionner là, ça rentrait de suite. Là maintenant, j'ai l'impression qu'il nous faut traverser quelque chose de plus. Et si on surélève le bras et qu'on assouplit la veine et qu'on vient palper cet anévrisme pour sentir ce qu'il y a à l'intérieur du sac anévrismal, on s'aperçoit qu'on palpe et qu'on a l'impression qu'il y a une petite zone comme du caoutchouc un peu dur et un peu plus écrasé complètement. Donc c'est aussi une thrombose. Tous ces diagnostics-là sont des diagnostics cliniques. Bien sûr, on demande un examen spécialisé qui est un examen vasculaire, on met écho-doppler parce que c'est un élément essentiel de l'examen vasculaire, parce qu'il va falloir mesurer, voir s'il y a un chenal circulant, voir si le thrombus est ancien, s'il est récent, pour qu'on puisse dire au chirurgien, tu peux faire une thrombectomie. Il y a encore des choses à enlever, parce que si le thrombus est complètement organisé, voire calcifié, c'est terminé. Et puis surtout, il va falloir trouver la cause de la thrombose, parce que plus de 99% des thromboses, elles viennent parce qu'il y a une ou plusieurs sténoses. Et si on ne trouve pas là où les sténoses pour les marquer, le chirurgien va thrombectomiser et ça va reboucher dans les heures qui suivent, parce qu'on ne va pas enlever la cause. Donc il va falloir thrombectomiser et dilater la sténose, ou faire une plastie chirurgicale classique si on ne fait pas dans le dossier. Le diagnostic de la sténose, donc les sténoses sont très importantes à diagnostiquer pour une raison évidente pour nous qui fonctionnons en fistule. Nous ne fonctionnons pas à travers une sténose. On a parfois des difficultés à fonctionner les veines, mais on va chercher le moment où c'est encore plus petit. Et surtout parce que la fonction est une agression. C'est une agression qui va entraîner une inflammation de l'endothélium et la formation immédiate. Dès qu'on met une aiguille dans une veine, on a immédiatement un caillot qui vient se mettre autour de l'aiguille, parce que c'est un patch préparateur de l'agression qu'on vient de faire, du trou qu'on vient de faire dans l'endothélium. Et ces plaquettes qui sont là, elles viennent faire un caillot autour de l'aiguille. Et de suite, ces plaquettes, qui est le premier temps d'hémostase, seront remplacées par du fibrinoprène. Et si on attend trop, d'ailleurs, si vous ne rincez pas de suite, vous vous apercevez qu'après, alors que vous avez eu le bon rapport, des fois, on a des pressions artérielles, des pressions veineuses qui sont perturbantes, parce qu'il y a un petit caillot qui s'est mis au bout de l'aiguille, au bout du cathéter. Et donc, en fin de compte, si on vient fonctionner à travers les sténoses, on va, pareil, les agresser, on risque de mettre un caillot là où c'est le plus petit et d'entraîner une thrombose, ça serait dommage. Donc, bien entendu, il faut faire ce diagnostic de sténose, c'est un diagnostic clinique. On ne quantifiera pas la sténose, mais c'est un diagnostic clinique. Donc, il y a toujours des signes visuels et le signe pathognomonique en médecine, ça veut dire le signe spécifique d'une veine qui comporte une ou plusieurs sténoses, ça sera la pulsatilité. Lorsque l'écoulement est normal et libre, la veine est souple. Lorsque l'écoulement est gêné, la veine pulse. Parce que le flux est obligé de lutter pour s'écouler. On va surélever le bras, on n'aura plus de vidange, plus d'écrasement libre de la veine. Parce qu'il y a un obstacle ou plusieurs. Votre modèle que vous reproduisez, le modèle de sténose très serré que vous reproduisez, votre reproduction, c'est le garrot. Quand vous mettez un garrot, c'est pour rendre la veine très tonique, pour ne pas qu'elle s'écrase quand vous allez fonctionner, mais que votre aiguille rentre bien dans la paroi superficielle plutôt que de rapprocher la paroi superficielle de la paroi profonde. Donc on la rend tonique en mettant un garrot. Mais ici, il n'y a pas de garrot. Et ce sont là où les sténoses très serrées qui rendent la veine bien tonique. Donc on a cette pulsatilité. Le diagnostic de la sténose, je palpe ma veine, elle pulse, je suis en amont de l'obstacle. Dès que j'arrive sur la sténose, j'ai plus de pulsatilité et j'ai un frémissement, donc la strile, ou un souffle, qui signe la turbulence du sang qui passe à travers du rétrécissement de la sténose. D'accord ? L'analogie, vous prenez
un tuyau d'arrosage, vous ouvrez le robinet, ça c'est votre instrument d'intermédiaire, il y a un débit. Vous voulez pincer l'extrémité du tuyau, vous allez vous apercevoir que l'écoulement va faire beaucoup plus de bruit parce que l'écoulement devient turbulent et ça va se mettre à gicler partout. Donc vous avez fait une sténose en réduisant le diamètre de l'extrémité du tuyau et là l'écoulement est devenu turbulent. Donc pulsatilité, je suis en amont, et dès que j'arrive sur la sténose, j'appuie ce cul et là je sens que ça frémit énormément alors que je suis loin de l'anastomose. Ce frémissement c'est dû au passage du sang au travers du petit karcher, du petit rétrécissement. D'accord? Et donc, voilà, en échographie, voilà ce que ça donne des vibrations à cause d'une sténose. Désolé, je vais vous montrer, on a une sténose ici à l'écran, je vais vous montrer ce que ça donnait. Donc, bien entendu, l'intérêt de diagnostiquer les sténoses, c'est de les marquer sur la peau pour au moins ne pas les sortir des zones